De violents affrontements se sont produits ce matin dans une implantation sauvage de Cisjordanie. Des extrémistes juifs s'en sont pris à des soldats israéliens qui étaient venus les déloger. Bilan 8 blessés. Le gouvernement israélien promet ce soir plus de fermeté contre ces fauteurs de troubles. Reprise des discussions à Vienne sur le nucléaire iranien. Les Américains précisent ce soir qu'il ne reste plus que 2 mois à l'Iran pour prouver sa bonne foi et qu'elle a bel et bien renoncé à se doter de l'arme nucléaire. Washington qui accuse ce soir Moscou de chercher à semer le chaos dans l'Ukraine où les manifestants pro-russes continuent d'occuper des bâtiments officiels à Donetsk notamment. De nouvelles sanctions pourraient être prises par les Occidentaux. Une rencontre entre les chefs de diplomatie russes et américains est prévue la semaine prochaine. Le débat du Grand Direct et on s'intéresse ce soir à la situation en Afghanistan et plus globalement à la terreur islamiste où qu'elle se trouve. Les talibans ont initié en quelque sorte un régime qui avait imposé cette terreur en forme de gouvernement. Peuvent-ils revenir au pouvoir après le retrait des Américains? Il y a eu des élections présidentielles qu'ils ont cherché à perturber. On va discuter de tout cela avec Ali Waked. Bonsoir, spécialiste du monde arabo-musulman sur i24 News. Et Jacques Neria, expert lui aussi pour le Proche-Orient. Bonsoir à vous, Jacques. Bonsoir à tous. Alors, les talibans qui avaient annoncé qu'ils perturberaient ce scrutin présidentiel en Afghanistan n'y sont pas parvenus complètement, même s'il y a eu des attentats. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse dans ce pays ou pas? Je ne suis pas sûr s'ils sont en perte de vitesse, mais il y a quelque chose qui s'est passé samedi dernier. Les Afghans, malgré les menaces du Taliban, ont décidé de présenter ce défi et d'aller aux urnes voter contre les talibans et voter pour la transition démocratique. C'est vrai que ces élections n'étaient pas seulement des élections présidentielles, il y avait aussi des élections provinciales et donc il y avait les intérêts provinciaux et familiaux et les intérêts des chefs de guerre afghans. Mais voir ces queues qui étaient depuis le bon matin, voir les femmes qui faisaient la queue sans père, c'est quelque chose qui est très encourageant pour l'Afghanistan. C'est quelque chose d'ailleurs qui explique les discussions qui étaient au sein des talibans. On n'a pas entendu trop parler, mais même au sein des talibans, il n'y avait pas l'unanimité de perturber ces élections. Et il y a certains qui disent que les talibans ont décidé que les attentats auront lieu avant les élections et pas au jour des élections, surtout que tous les candidats sans exception, tous les candidats ont décidé qu'il faut un processus qui intègre les talibans dans le jeu politique et que l'avenir de l'Afghanistan exige cette intégration des talibans dans le jeu politique. Alors c'est vrai que le souvenir qu'on a des talibans au pouvoir, Jacques Neria, c'est quand même pas quelque chose de très reluisant. C'était même une épreuve absolument terrible pour l'Afghanistan. Écoutez, les talibans au pouvoir ont détruit l'Afghanistan. Ce qui est encore de pire, c'est que la manière dont ils ont traité, je dirais, l'héritage historique de l'Afghanistan, la destruction de statues de Bouddha et l'attitude, je dirais, intégriste envers les femmes, envers les punitions selon les lois islamiques les plus dures. Tout cela, tout simplement, a prouvé que les talibans, comme d'ailleurs tous les autres groupes islamiques qui ont pris le pouvoir un peu partout dans le monde, n'ont pas réussi à le maintenir. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc, ils ont été délogés par les Américains. Certains, ils ne sont pas capables de revenir. Au Mali, les mouvements intégristes ont été délogés par la France. Ils sont toujours là-bas, mais enfin, ils sont délogés du pouvoir. Et en Égypte, dernièrement, les frères musulmans qui sont hors la loi, après une année malheureuse de gestion catastrophique en Égypte. Ouais. On ne peut pas ignorer, quand même, Jean-Charles, que ces élections, différemment aux élections de 2009, ils sont, quand au fond, les Américains et l'OTAN se préparent pour évacuer, quitter l'Afghanistan. Cette fois-ci, les Américains ont préservé une position neutre par rapport aux élections de 2009. Et contrairement aux élections de 2009, on ne peut pas cette fois-ci accuser qu'il y avait des candidats
candidats pro-américains ou des candidats soutenus par l'administration américaine contre d'autres candidats. Cette position neutre des États-Unis a encouragé les Afghans à y assister à ces élections, a donné une légitimité que Hamid Karzai en 2009 n'était pas contenté de ce soutien. Et cette participation massive, c'est aussi le résultat du fait que cette fois-ci, cette transaction de pouvoir, cette transition, elle est présentée comme une transition des Afghans pour d'autres Afghans et non pas comme une partie de la campagne américaine de restaurer un pouvoir ou un régime pro-américain sous forme afghane et de voir les Afghans discuter sur des fraudes et sur des irrégularités et non pas sur américains ou pas américains, c'est le vrai changement dans ces élections. Ouais. Est-ce qu'à votre avis... J'espère être aussi optimiste que notre collègue ici. Il y a un risque, selon vous, Jacques, que les Écoutez, c'est un peu après. difficile de comprendre, je dirais, le système et surtout l'adoption, je dirais, presque automatique de la démocratie européenne. On ne parle pas de ça encore, on est loin de ça. On n'oublie pas que la société afghane est une société à base tribale. Ce sont des chefs de chefs de tribus qui ont je dirais, une audience, et cette audience a voté à cause de certains intérêts. Naturellement, le processus est très intéressant en lui-même, mais je dirais nous sommes encore au début d'un processus long et je dirais, je ne sais pas s'il va réussir, mais de toute façon, ce n'est pas dans l'héritage, ce n'est pas dans les coutumes de la société afghane. Mais voir ces dizaines de femmes se présenter candidates, surtout dans les élections provinciales, c'est quelque chose qui n'est pas commun pour une société qui était jusqu'à quelques années, même quelques jours parfois, terrorisée par les talibans. Je l'espère de tout cœur, je n'y crois pas. Je n'y crois pas personnellement. Je pense que la capacité de nuisance des talibans serait dans l'opposition plutôt que dans... Je comprends très bien le fait qu'il faudrait les intégrer. Mais si on peut les intégrer, ça sera déjà quelque chose de très positif. Autrement, ils sont capables de détruire le système de dehors. Ouais. Pensez qu'il y a un risque qu'ils reviennent une fois que tous les soldats américains, les derniers, seront partis. Il y a un risque de voir les talibans. Avant ce soir, j'ai discuté avec un journaliste afghan pour un peu voir les choses. Il m'a dit deux choses. Le régime du Taliban, avec tous les pires qu'il a apportés pour l'Afghanistan, était considéré par le public afghan comme un régime qui n'était pas corrompu, un régime moral, et comme un régime où il y avait une certaine justice, et non pas une justice pour les chefs de guerre et pour les riches, et une autre justice pour les gens simples de la rue. Et ça, c'est le défi que présente le Taliban. Est-ce qu'un pouvoir peut être à la fois démocratique, libéral, mais aussi qui apporte la justice légale et la justice sociale? Ça, c'est la grande question. Et nous, on a tendance à voir que la partie noire obscure dans les talibans, mais même ces partis sont des partis politiques. Ils ont besoin des masses. Ils ne peuvent pas aller tout à fait contre les vagues, contre les courants, et ils comprennent aujourd'hui que le peuple afghan, la nation afghane, si on peut parler, malgré le fait que c'est une population très tribale, a besoin de cette transition, a besoin de goûter quelque chose qui est différent pour un pays qui était pendant des décennies dans des guerres civiles, régionales, etc. Et les talibans, ils comprennent qu'ils peuvent pas toujours aller contre l'envie des masses. Ouais. Alors pendant longtemps, on a considéré que l'Afghanistan était un peu le repère des terroristes islamistes du monde entier, Jacques Méria. Est-ce qu'on peut trouver des ramifications d'ailleurs entre les talibans, l'Afghanistan, et puis les groupes terroristes qu'on trouve au Moyen-Orient? Écoutez, la plupart des djihadistes qui nous ont été connus et qui ont été, je dirais, éliminés par les Américains au long des années, ont commencé leur carrière en Afghanistan, en se battant là-bas, en apprenant la manipulation des armes, des explosifs, et ils sont revenus chez eux en exportant, je dirais, l'enthousiasme afghan, et
créer, je dirais, des copies de ce qui s'est passé en Afghanistan. Et on a vu ça presque partout, des djihadistes d'Afrique du Nord, de la Mauritanie jusqu'en Afghanistan. Donc on a une succession de mouvements qui sont une pléthore de mouvements, des nébuleuses d'Al-Qaïda qui ont poussé comme des champignons un peu partout et qui ont essayé d'imiter et de copier le modèle afghan, sans toujours réussir parce que, en fin de compte, les États-nations arabes se sont battus et se battent encore contre ce phénomène-là. Et je dirais, heureusement, que ce phénomène-là ne va pas vaincre, je dirais, les systèmes qui existent, mais sans doute il va les changer, il va les ébranler. Nous avons vu cette défaite-là à partir de la Mauritanie en passant par l'Égypte. Le seul État qui a été désintégré complètement par les djihadistes, c'est la Libye. Aujourd'hui. Donc cet État... Est-ce que le Liban peut dire que le Hezbollah, qui participe finalement au pouvoir, peut être comparé à ces groupes Alors là l'équation est différente. Hezbollah aujourd'hui se bat en tant que force chiite et en tant que force iranienne en Syrie. Elle est sous la coupe des Iraniens, sous les ordres iraniens, on le sait très bien, les communications, tout est fait par les Iraniens, encadré par les Iraniens. Ce qui est en train de se passer en Syrie, c'est quelque chose de désastreux pour Hezbollah lui-même, parce que la guerre civile en Syrie a provoqué l'exode de 3 millions de réfugiés. 1 million de réfugiés, 1 100 000 réfugiés sont au Liban. La balance démographique au Liban a été tout simplement, je dirais, changée. Du coup, 1 million de sunnites sont venus dans la société libanaise. Ils ne sont pas prêts à repartir. Donc pour Hezbollah, c'est une grosse défaite qui va être marquée, pas aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, une fois que les choses vont se calmer, vont tourner, je dirais, au désavantage de Hezbollah. Moi, je pense que le phénomène le plus important qu'on a découvert ces derniers mois, c'est que c'est vrai qu'il y a 3 vérités, à mon avis. 1, les populations arabes, les peuples arabes ont voulu réellement se débarrasser des régimes qui étaient en place. 2, ces peuples, ils voulaient quelque chose qui soit plus musulman dans les alternatives au régime en place. Mais 3, ces mêmes peuples arabes qui ont voulu qu'une alternative soit plus musulmane respectent certaines valeurs qui ont été des valeurs de l'Ouest, les valeurs de l'Occident. Et ce qu'on a vu en Égypte, en Tunisie, c'est que peut-être les populations, les peuples arabes ont voulu quelque chose qui soit plus musulman, mais pas plus islamique. Il faut faire attention. Les peuples arabes sont des musulmans traditionnels, mais qui ne sont pas prêts que des mouvements islamiques radicaux s'emparent du pouvoir et leur dictent leur vie, surtout quand ils voient ce qui se passe à l'Ouest. Ils veulent se contenter d'une certaine liberté que les islamiques risquent de ne pas pouvoir garantir pour des idéologies et pour des agendas. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que les partis islamiques, les mouvements islamiques ont compris que pour gagner le soutien des peuples, ils doivent être plus pragmatiques. Et même dans ce contexte, j'ose dire que les discussions au sein même des talibans, au sein même de Hezbollah, a pris ça en considération. C'est vrai, le peuple du Moyen-Orient, le peuple du monde arabe, ils respectent l'islam, ils veulent quelque chose, que l'islam soit parti du pouvoir, mais que pas des mouvements islamiques qui leur dictent leur quotidien, leur vie quotidienne, et leur dictent comment vivre, surtout que maintenant avec les médias, et pas seulement avec les médias, ils comparent entre ce qui se passe chez eux et la liberté dans la majorité où tous les pays de l'Ouest se contentent. Ouais, c'est un peu ce qu'avaient fait les talibans à l'époque où ils étaient au pouvoir, où là c'était vraiment une réglementation très stricte. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, Jacques Derrière, pour l'Afghanistan, et pour y revenir, Al-Qaïda qui était là-bas un petit peu le centre un petit peu du terrorisme mondial, aujourd'hui a disparu, parce qu'on n'entend plus parler finalement d'Al-Qaïda. Loin de là. Ils sont toujours présents en Afghanistan. Ils sont omniprésents. Les Américains sont osent à peine sortir de leur camp là-bas. Il faut se rappeler cela. L'Afghanistan, tout l'Afghanistan est contrôlé par les talibans et par Al-Qaïda. Ça, c'est certain. Donc, je dirais que ce n'est qu'une question de temps pour revenir à votre question, à votre précédente question, pour le Taliban de revenir, je dirais, comme un facteur de
nuisance et non pas par un facteur de gouvernance. C'est une grande différence. L'Afghanistan sert toujours, je dirais, de serre pour la culture, je dirais, de djihadistes et qui vont là-bas. Donc il y a toujours des camps d'entraînement aujourd'hui. Promotion après promotion qui commencent là-bas et qui repartent parce qu'il faut naturellement se dorer d'un blason. Un blason, Afghanistan, c'est beaucoup pour les djihadistes un peu partout, je dirais, qui est éparpillé dans le monde arabe. Ouais. L'Afghanistan aujourd'hui, pour vous aussi, reste un vivier du terrorisme. Tout à fait. C'est la base du djihadisme global. Les frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan sont toujours la première et l'ultime base pour les djihadistes. C'est la base où sont tous ces djihadistes qu'on voit au Maghreb, qu'on voit en Syrie maintenant, qu'on voit au Sinaï. Mais il faut pas sous-estimer le processus qui a commencé il y a quelques mois en Afghanistan. Les talibans vont rencontrer une population qui a goûté le premier goût d'une démocratie à l'occidentale. Merci Ali Waked, merci Jacques Neria, merci à tous les deux. Dans un instant, invité cinéma dans le Grand Direct. À tout de suite.